sur les oracles et les tarots, car nous sommes en période des fêtes, donc Noël, Nouvel An, et pour moi, rien ne représente mieux les fêtes que les contes, les légendes qu'on raconte aux enfants, l'histoire de Père Noël bien sûr, mais d'autres, Cendrillon, la petite sirène et d'autres. Alors, j'ai eu envie de vous présenter pour les fêtes ce tarot. C'est un tarot, c'est mon tout premier tarot. Je suis tombée amoureuse de ce tarot parce qu'il, je sais pas, il dégage quelque chose de particulier. Donc, c'est le tarot des contes et légendes du monde, mais du monde entier, voilà. Et je trouve que l'illustration principale est juste magnifique. C'est un tarot illustré par Yoshi Tani, qui est une superbe illustratrice. Je vous mettrai ses réseaux en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Et c'est un tarot qui m'a passionné et que j'adore tirer pour mes viewers sur Twitch le soir. Donc n'hésite pas à me rejoindre d'ailleurs. Car oui, je stream le soir, donc de 23h à 4h du matin, toute la semaine. Ouh, quel travail. Donc j'ai très envie de présenter ces 78 cartes qui le composent et ces illustrations parce qu'elles sont juste oh my goodness, tellement magnifiques. Cher ami, je ne peux que t'inviter, si tu souhaites écouter toutes ces histoires, à t'armer d'un petit café, d'une petite boisson chaude, un petit chocolat, pourquoi pas, ou bien à te mettre furieusement sous ta couette et à te mettre bien le chaud et à te caler pour t'endormir, bercé par les doux contes qui vont suivre. Bonne séance. Et donc nous voilà sur la scène dédiée à la présentation des oracles et des tarots. Je pense que tu l'auras remarqué, elle sera somme toute très festive car j'y ai mis quelques petites guirlandes pour agrémenter cette présentation parce que nous sommes en période des fêtes comme je l'ai dit précédemment et je trouve que ça met un petit peu plus de paillettes. C'est tellement plus agréable pour la présentation de cet oracle. Je pense que tu l'auras remarqué, avec cet oracle il y a autre chose. Ce livre explique chaque détail de la carte, que ça soit, imaginons, la lune, le ponton, le reflet de la lune dans l'eau, les fleurs, voilà, ça, chaque détail est en fait complètement analysé. Donc, je me suis dit que pour une meilleure compréhension des cartes, une meilleure explication à mes viewers, j'ai préféré l'acquérir. Voilà. Et il est très beau, tout comme le tarot d'ailleurs. C'est toujours la même illustratrice évidemment. Et je vais vous présenter une page de ce livre pour que vous puissiez découvrir comment chaque carte est analysée et c'est super intéressant je trouve. Donc je vais prendre la première carte donc, qui est la carte de la folle dans ce tarot. Donc c'est sur le thème de la petite sirène la folle, donc Ariel pour ceux qui ont connu les Disney évidemment. Donc c'est un conte du Danemark, donc un conte de fées. Donc elle est représentée sous les mots-clés suivants: naïveté, optimiste, aventure. Au niveau de la symbolique, on va parler déjà de la sirène qui est ici. On nous dit que cette sirène, une représentation de la dualité humaine et animale, souhaite atténuer ses pulsions annuelles et se relier à sa conscience humaine. En dessous, on a les petits poissons rouges qui sautillent, l'élan de l'instinct à l'état pur de la passion et des pulsions, l'amusement. Voilà, donc c'est quelque chose de vivant, les petits poissons. On continue avec le château sur la colline, donc qui est en fond de la carte. Je pense que vous le voyez un petit peu. Voilà.
située haut sur une colline abrupte et dangereuse, la sirène peut seulement voir ses propres désirs. Donc voilà un reflet de ses envies finalement. Soleil, donc l'espèce de fond ensoleillé derrière. Un espoir aveugle, un avenir prometteur. Voilà, voilà. Et on termine sur quelques réflexions qui sont plutôt intéressantes pour, voilà, pourquoi pas réfléchir de son côté à la carte que l'on a tirée. Suis-je prêt à avancer, quelles que soient les conséquences? Comment puis-je être plus joueur? Comment pourrais-je faire plus confiance à mes instincts que m'inspire l'enfance? Comment pourrais-je être plus ouvert aux possibilités? Et on nous termine avec le fou ou la folle représente le désir de se lancer dans l'inconnu avec joie et abandon. Donc je l'ai acheté parce que je me sens encore complètement débutante avec le tarot, je tâtonne encore, j'essaie d'apprendre les cartes au fur et à mesure avec mes tirages. Je commence à m'y sentir un peu plus à l'aise et à être un peu plus sûre de moi, mais voilà, j'ai encore besoin de soutien. Donc j'aime bien avoir un peu un espèce de pilier sur lequel me raccrocher quand je ne sais pas, quand je doute. Et je trouve qu'il est très bien écrit. Et ce qui est très chouette, c'est que ça nous laisse une partie vide pour mettre nos notes, nos avis et notre compréhension. Donc je trouve ça très 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 bien fait. Et elle a fait ça avec chacune des cartes, ce qui est top. Donc les arcanes majeures et les arcanes mineurs. Le petit guide illustré en somme avec plein de détails. Et je trouve ça cool quand on est débutant. Voilà, moi je trouve que c'est un bel appui. Voilà. Et le tapping sur ce livre. Le tapping. Une pépite, n'est-ce pas? Franchement, on adore. Magnifique. On va enfin passer au tarot. C'est parti. Alors, du coup, on passe enfin au tarot ici présent. Désolé pour l'attente, mais j'aime bien vous présenter un petit peu ce qui peut être des appuis pour mieux comprendre le tarot. Donc déjà, le tarot se compose d'une superbe boîte en dur, parce que certains tarots sont complètement soit dans des pochons, soit dans des boîtes assez fines pour certains. Bon, maintenant de plus en plus en boîte dure, mais ils appellent ça des boîtes cloches d'ailleurs. Et je trouve que ça fait très luxe quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le côté, ça fait un joli coffret et chaque côté de la boîte est complètement custom, si je puis dire. Complètement décoré. Voilà. Donc quand on ouvre la boîte, on a tout de suite le petit livre d'accompagnement, donc le mini, la version mini du gros que je vous ai présenté précédemment, évidemment. On a toujours un guide, hein. C'est mieux, surtout quand on commence le tarot. Et bien sûr les cartes qui sont dans un pochon de satin bleu nuit. Voilà, voilà. C'est bien quand on a le pochon qui vient avec les cartes. Moi je trouve que ça devrait être plus souvent le cas. Mais je pense que je vais fabriquer des petits pochons pour mes cartes sur le long terme. Alors ah oui, d'ailleurs, le dos des cartes est très simpliste, mais je le trouve bien. Et ce qui est bien, c'est des cartes de taille normale. On sait les prendre en main, parce que pour certaines, ça fait des grosses cartes et je suis obligé de les tenir de cette façon. Là, c'est vraiment taille carte à jouer comme un jeu de cartes somme toute classique, vous voyez. Donc voilà, il y a quand même 78 cartes, donc à contrario, à mélanger, ça fait beaucoup de cartes. Donc si vous voulez jouer seulement avec les arcanes mineurs ou majeures, voilà, vous pouvez les retirer du paquet. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes dans les mains quand on doit les mélanger. C'est le seul point un peu embêtant. On commence, ou tout du moins, on continue avec cette petite sirène que je vous avais présentée précédemment dans le grand livre. Donc la petite sirène, bien évidemment, le conte est un conte de fées et il vient du Danemark. La folie se trouve sur le point pivot d'une décision importante. Elle est prête à émerger de son subconscient
exactement les mots-clés pour une carte à l'envers et une carte à l'endroit. Donc à l'endroit, ça donne début, perspective, caractère, impulsif, innocence et esprit libre. Carte inversée, donc comme ceci: apathie, hésitation, choix peu judicieux, idée noire et imprudence. Voilà, je ne vous lirai que la présentation de chaque carte et pas la carte à l'envers, la carte à l'endroit. Je pense que vous comprenez pourquoi. On va continuer avec la fée marraine, donc, qui est un conte français qui sort du conte de Cendrillon, quoi l'on connaît tous. La magicienne est une main charitable. Elle a la capacité de transformer la matière brute en quelque chose de merveilleux et les rêves en action. Toutefois, la magicienne n'est qu'une main tendue. C'est au protagoniste de profiter de son soutien et d'aller de l'avant pour faire ce qui est juste. Donc rappelez-vous, cette marraine la fée qui transforme ces jolis potirons citrouilles et ces petites souris en un magnifique carrosse avec des jolis chevaux blancs. Wapita wapipipipi wadipidou. Ah, quelque chose comme ça. On continue avec la grande prêtresse qui est représentée par Scheherazade, donc le conte populaire arabe qui nous vient de Turquie. La grande prêtresse, la gardienne d'un vaste savoir avec une histoire pour chaque situation. Scheherazade demande à son auditoire de se concentrer sur ce que son subconscient lui dit, l'encourageant à se forger sa propre opinion. Son pouvoir est vaste mais subtil, ses réponses sont toujours énigmatiques. Voilà, voilà. J'adore Scheherazade, j'adore. C'est un sacré conte qui mérite d'être lu. On continue avec Notre-Dame de Guadalupe, donc Mexique, sainte catholique. L'impératrice est une mère aimante et protectrice. Elle prend soin et protège tous ses enfants, même si son amour de mère peut parfois être étouffant. Sa présence illumine le monde et fait tout s'épanouir autour d'elle. C'est une très belle Guadalupe. Je l'aime beaucoup. Ensuite, le roi Arthur, Grande-Bretagne, la légende celtique que l'on connaît toutes et tous. aka Camelot. L'empereur est la figure paternelle par l'excellence. Guerrier et conquérant, le roi Arthur règne sur son royaume et sur ses chevaliers parfois indisciplinés. D'une main juste mais ferme, il apaise les dissensions, défend les faibles et met son savoir et sa clémence au service de tous ses sujets. Notre cher bon roi Arthur, finalement. On continue avec la femme hiérophante. Dakota du Nord, déesse des Indiens, Lakota, la femme bison blanc. La femme hiérophante est une figure divine, une enseignante qui transmet les règles, les rites et les rituels à observer dans la communauté. Il y a une place pour chacun et chacun à sa place. Elle valorise le réconfort et le soutien du groupe et les sentiers balisés. Une de mes cartes préférées, les amoureux. Je l'aime énormément et je la trouve d'une douceur magistrale. Chine, conte de fées, la carte des amoureux représente la romance des opposés qui s'attirent, la dualité et l'équilibre entre la sensualité, la physicalité et le feu, versus la spiritualité, les émotions et l'eau. Le couple s'illustre l'importance de la communication et annonce un tournant important. Alors je me suis permis de me renseigner parce que pourquoi avoir mis le bel et la bête sous le pays de la Chine, parce que vraiment là pour le coup j'étais curieuse. En fait j'ai découvert qu'il y a effectivement un conte qui s'appelle Histoire merveilleuse d'un tigre amoureux de Shen Qifeng et Agatha Kawa. Donc voilà, donc un tigre amoureux d'une princesse finalement. Donc je trouve ça très chouette. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un magnifique matou
c'est bon aussi de s'intéresser et de se poser des questions. Ensuite, on continue avec la carte du chariot. Les trois princesses de Whiteland, Norvège, conte de fées. Le chariot symbolise la maîtrise des émotions et le fait de choisir une direction nette et précise. Là où le prince a pu hésiter auparavant, il a appris de ses erreurs et avance maintenant avec confiance. Ensuite, la carte de la force. Dame Lynn, Écosse, conte de fées. La carte de la force évoque la volonté et la détermination, concentration, persévérance et capacité à affronter avec confiance n'importe quel défi et à le relever. Il ne s'agit pas de force physique mais bien de pureté de cœur et d'intention. On continue avec l'ermite, le druide et le cerf blanc. Irlande, légende celtique. L'ermite incarne la solitude et le fait de laisser ses responsabilités de côté pour se concentrer sur soi dans le mythe celtique. L'insaisissable cerf blanc invite tout un chacun à tout abandonner pour partir en quête de spiritualité. Très très belle carte, je la trouve juste magnifique et songeuse dans cette nuit un peu pailletée, un peu nocturne. La roue de la fortune, Anasigana, mythologie Akana. La roue de la fortune tourne sans cesse, actionnée par un dieu farceur. Ce qui jadis était de la chance est désormais devenu malchance. Ce qui était sans espoir est désormais joyeux. Ces événements peuvent sembler fortuits, mais tous les destins font partie d'un réseau complexe maillé d'intercorrélations. Sacrée roue de la fortune, elle tourne toujours. Amaeng Eosa, Corée, légende. La justice est un pouvoir qui doit être manié avec intelligence et impartialité. C'est devoir prendre des décisions en connaissance de cause et assumer les conséquences de ses choix. C'est la punition des corrompus et la récompense des méritants. On continue avec cette superbe carte. Donc la Belle au bois dormant, Italie, conte de fées. Le pendu cesse sa fuite en avant pour éviter le désastre et privilégier la réflexion. La Belle au bois dormant est un symbole de statisme face à la possibilité du repos ou de la mort. Elle choisit d'attendre des conditions plus favorables. Alors, la carte de la mort qui peut faire peur mais qui n'est qu'une évolution. Ours, roi, Valmont, Norvège, conte de fées. La mort représente un immense bouleversement. Elle peut également évoquer la fin d'un mode de vie et le début d'un nouveau. La vie change irrévocablement. Il n'existe aucun moyen de revenir en arrière. Le logement est indispensable. La fin de l'enfance, par exemple, est l'essentiel pour grandir. On continue avec la tempérance. Bodhisattva Avalokitesvara. Inde. La tempérance est un synonyme d'équilibre et de modération. C'est être capable de s'adapter et de savoir reconnaître quand il faut évoluer avec son époque et quand c'est la situation elle-même qu'il faut changer. Les bodhisattvas Avalokitesvara sont des identités mouvantes, mais elles ont toutes en commun la bienveillance. Voilà. Ensuite, le diable Boitata, Brésil, mythologie brésilienne. Le diable s'abandonne à son propre ego. Il convoite des choses inutiles ou nuisibles, refusant de quitter les situations négatives. C'est un dragon assis sur un tas d'or dont il n'a pas besoin. C'est quelqu'un qui met le feu à une forêt pour son seul bénéfice. Le diable n'est pas quelqu'un de très arrangeant, somme toute. Ensuite, la tour réponse Allemagne, conte de fées. Donc, avec la tour, on se sent sain et sauf avant que tout ne bascule. Soudainement, les croyances s'effondrent et les certitudes se brisent et tout est détruit jusqu'aux fondations elles-mêmes. Mais peut-être que les fondations étaient déjà bancales. Voilà, donc
Donc si vous tombez sur cette carte, c'est pas un bon présage. Il y a plein de choses qui vont se casser la gueule. Mais des fois, c'est pas plus mal, ça remet pas mal de choses à plat. On continue avec l'étoile. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle, très douce, très triste aussi. Il y a quelque chose de mélancolique. L'étoile sœur Alionuska et frère Ivanuska. Donc Russie compte folklorique. L'étoile symbolise l'espoir après la catastrophe. Elle représente la nécessité de rester positif après un malheur, de se rappeler que les choses peuvent s'améliorer et rester ouvert et serein face aux possibilités futures, d'appréhender la situation, les yeux, l'esprit et le cœur grand ouverts. On continue avec l'illustration de la lune, donc qui est aussi l'illustration qui est sur la boîte, qui représente le conte de la princesse Kaguya pour ceux qui ont vu le Ghibli. La lune fait référence au subconscient et à toutes les illusions, son pouvoir, ses pièges et la possibilité d'être abusé par soi. Même sur cette carte de Tanuki, animaux brodés, formes qui ressemblent à des ratons laveurs fixes, chacun une lune différente, bien que nous ne sachions pas avec certitude laquelle de celle-ci est la vraie. Donc il y a un petit raton ici et un autre là, et chacun fixe une lune complètement différente. Dieu, soleil, Ra, Égypte, divinité. Qui de mieux que pour représenter le soleil que Ra finalement. Le soleil représente le succès, la naissance et la confiance après des moments difficiles. Le dieu égyptien du soleil Ra nous dit que tout sur le chemin qui s'ouvre à nous est illuminé par l'optimisme et l'enthousiasme. Alors, Sun Wukong, le roi singe, alors ceux qui jouent au LOL, bien sûr tout le monde pense à Wukong, le personnage également, mais évidemment cela vient d'un conte mythologique de Chine. Le jugement représente le bilan, le dénouement avant le début d'un nouveau voyage. Les actions et les décisions passées déterminent les événements futurs. Si vous n'en avez pas tiré les leçons, vous êtes condamné à répéter vos erreurs encore et encore. Voilà donc une prise de recul finalement. On continue avec le mont Inemoa et Tutanekai. Nouvelle-Zélande, légende maori. Le monde signifie la fin heureuse d'une étape difficile. Inemoa et Tutanekai, excusez-moi pour les noms, je peux au mieux, symbolise un dénouement victorieux, l'issue la plus positive et la plus souhaitée. Toutefois, la fin de quelque chose annonce toujours le début d'autre chose. J'aime beaucoup l'illustration, elle est très jolie, je trouve. Et voilà la fin des arcanes majeurs. Nous passons enfin aux arcanes mineurs. Donc on commence avec les coupes qui représentent les émotions. Ok. Donc l'as de coupe, saké de Matsuo, Japon, mythologie. L'as de coupe marque un nouveau départ, une raison de boire et de s'amuser et de s'ouvrir à ses émotions les plus intimes. Le saké est une boisson des dieux qui rapproche les hommes du monde des esprits. Beaucoup, l'illustration elle est très chouette. Le 2 de coupe, l'épopée de Gilgamesh, Irak, mythologie sumérienne. Le 2 de coupe évoque une relation idéale qui néanmoins connaît des difficultés. Gilgamesh était un véritable tyran jusqu'à ce que son rival et son égal soient en tout point Enkidu ne soit créé spécialement pour lui faire face, bien que leur première rencontre fut tumultueuse. Comme les deux opposés qui s'attirent, ils finirent par se lier d'une forte amitié. J'aime bien, elle est charmante aussi cette illustration. Le 3 de coupe, Apsara, Cambodge, mythologie hindoue. Le 3 de coupe représente la camaraderie, les bons moments. Les Apsaras sont des nymphes célestes connues pour danser, faire la fête et copuler. Ce patronage joyeux assure les rites de fertilité, les arts du spectacle et la fortune au jeu de hasard. En gros, la fête et tout ce qui va avec.
répétition de mauvais choix au détriment de bien meilleures alternatives. L'empereur convoite ce qui semble en apparence supérieur et néglige un simple rossignol qui pourtant a le pouvoir de repousser la mort grâce à son chant. Le 5 de coupe, la Yolona. Pour celles et ceux qui auraient vu Coco, ça va vous parler. La Yolona, Mexique folklore. Le 5 de coupe illustre des regrets stériles puisqu'aucune leçon en est tirée. Jalouse de la nouvelle femme de son mari, la Yolona a noyé ses propres enfants et désormais son fantôme éploré erre à jamais sur la terre. Elle se complaît dans le chagrin et refuse de chercher la rédemption ou le bonheur. Ensuite, on continue avec la Reine des Neiges, Danemark, conte de fées. Le 6 de coupe évoque la nostalgie d'une époque plus clémente. Kay et Gerda sont meilleurs amis depuis l'enfance, mais lorsque Kay est frappé par une funeste dépression, il suit la Reine des Neiges. Après de nombreuses aventures, Gerda finit par le sauver, mais lorsqu'elle y parvient, toute l'innocence de Kay a disparu. Je pense qu'on est bien loin du conte de la Reine des Neiges qu'on a pu voir chez Disney. C'est un conte bien plus mature qui nous est livré ici. On continue avec Aladdin, qui fait partie de mes Disney préférés, qui est le 7 de coupe, donc qui est un conte populaire perse. Le 7 de coupe montre Aladdin debout devant une multitude de rêves fantastiques. Il lui est impossible de les poursuivre tous. Il doit donc prendre une décision éclairée et rapide. On continue avec Moïse, Égypte, légende hébraïque. Le 8 de coupe évoque le fait de renoncer à une bonne chose pour poursuivre des idéaux plus élevés. Moïse a été élevé comme un prince d'Égypte, puis il a réalisé que pour poursuivre une vie spirituelle et ascétique, il devait sacrifier sa vie royale et sa richesse. Le 9 de coupe, Taj al-Muluk et la princesse Dounia, perse conte populaire. Le 9 de coupe représente une fin heureuse qui arrive de manière inattendue. Le prince Taj al-Muluk tombe amoureux de la princesse Dounia, mais celle-ci a renoncé aux hommes. Il a alors recours à la ruse et se déguise en femme pour gagner son cœur. Le vilain coquin. Je connais pas du tout ce conte, mais j'aimerais bien le lire, il a l'air très drôle. Le 10 de coupe, Julnar de la mer, perse, conte populaire. Encore un. Le 10 de coupe symbolise le véritable épanouissement émotionnel et spirituel. Après de nombreuses et difficiles épreuves, Julnar trouve un mari aimant et joyeux et a un enfant. Son frère surgit de la mer, laquelle représente souvent le subconscient, pour la féliciter et célébrer sa nouvelle vie. C'est un mariage très exotique finalement entre un membre de la mer et un terrien, un humain. Ok, pareil, également un conte que je lirai bien. Le valet de coupe, Bakunawa et les 7 lunes philippines, mythologie. Il y a un petit pimpin trop mignon. Le valet de coupe est connecté à ses émotions et s'exprime sans réserve avec sa pureté et sa jeunesse. Sur cette carte, l'une des 7 humeurs joue avec Du Hel Shen, le dieu chinois de la relation homosexuelle qui relie les amoureux avec un fil rouge du destin. Heilibu, le chasseur au grand cœur, Mongolie, légende donc, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est un messager. Heilibu est bon et doux, mais il est aussi prêt à prendre position pour ce en quoi il croit. Heilibu se tient aux besoins de son village et, après s'être lié d'amitié avec un dragon, il se sacrifie volontiers pour sauver tous ceux qu'il aime. Un très bon conte également, avec, pas mal de valeurs. C'est des contes que j'aimerais pouvoir trouver. N'hésitez pas à me dire quel conte vous aura le plus intrigué dans ce que je vais vous lire. On continue avec la reine de coupe, Yemoja, Niger, divinité Yoruba. La reine de coupe représente la couche la plus superficielle du subconscient, la
Si jamais cela vous intéresse, il y a Nefertiti ASMR qui a fait une très belle vidéo sur un sujet assez similaire. Et elle parle de la déesse Mami Wata et c'est super intéressant. Elle le raconte extraordinairement bien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, petit aparté. On continue avec le roi de coupe, l'enfant et la perle du dragon. Chine légende, le roi de coupe était autrefois un petit garçon. Aujourd'hui, il est devenu un puissant dragon. Il est bon, mais farouchement protecteur de ceux qu'il aime. Il est associé aux eaux noires et profondes du subconscient. Il possède une grande patience et une grande sagesse. Je la trouve cette carte mais juste impressionnante. Vraiment ce dragon il dégage quelque chose. On passe enfin au denier. Donc l'as de denier. Jack et le haricot magique. Angleterre, conte de fées, je pense que beaucoup parmi vous connaissent ce conte. L'as de denier annonce les nouveaux départs, les opportunités financières et la prospérité. L'origine de ce présent peut être aussi surprenante et insolite que le sont les haricots magiques, mais en le nourrissant et en l'entretenant, ces bienfaits peuvent se révéler miraculeux. Il est temps de transformer vos rêves en réalité. Désolé, je ne sais pas bien le dire. Nord-ouest du pacifiste, mythologie Aïda. Le 2 de denier représente la capacité d'équilibrer les forces contraires et la vie pour Bisund. Le monde des ours et celui des humains s'opposent et Bisund incarne les aspects antagonistes du travail, de la famille, des loisirs et de la carrière, ainsi que des désirs et des besoins. Le 3 de denier, Banjakri et Banjakrini, Népal, mythologie Tamang. Le 3 de denier représente l'apprentissage mutuel. Les redoutables Benjakri et Benjakrini forment leur apprenti au chamanisme. Ce sont des enseignants exigeants, mais leur élève est appliqué. Tous trois fournissent un travail acharné qui porte ses fruits et en assurant le succès de la nouvelle génération. La femme du Condor, 4 de denier, Perrault, conte populaire, Aïmala. Le 4 de denier représente la cupidité et le refus de s'ouvrir aux autres ou de partager. Le Condor convoite une épouse, mais celle qu'il a choisie ne veut ni de son mode de vie, ni vivre avec lui. Il est conscient de son désarroi, mais ne veut ni changer, ni la libérer. Le 5 de denier, la petite fille aux allumettes, qui est un conte de fées du Danemark. Le 5 de denier symbolise les difficultés économiques et le sentiment d'être laissé pour compte. La petite fille aux allumettes a besoin d'aide, mais personne n'est prêt à l'aider. Elle se bat seule en dépit de sa proximité avec le monde d'opulence qui pourrait potentiellement lui venir en aide. Voilà, la pauvre petite fille, on le voit bien, avec les petites mains gelées, les pieds gelés également, qui tient tant bien que mal une petite allumette pour se réchauffer. C'est assez triste finalement ce conte. Le 6 de denier, la femme qui était bonne avec les insectes, Alaska, fable inuite. Le 6 de denier illustre la bonté et la générosité envers les moins fortunés que soit. La vieille femme de ce conte inuit comprend la nécessité de répandre le bien dans le monde et de recevoir en retour selon le principe de réciprocité du karma. Et oui, pas toujours dans un sens mais aussi dans l'autre. Alors, Nana Huatzin, Mexique, mythologie aztèque. Le 7 de denier évoque la volonté d'obtenir une bonne récolte, même si cela demande des sacrifices. Nana Huatzin est celui qui sait quand il est approprié d'être patient et quand il est préférable de tout raser pour repartir de zéro. Ce qui est bien aussi avec le fait que je prenne
avant de vous lire, eh bien, toutes ces cartes, moi-même, je découvre des cartes que je ne tire pas forcément ou que très rarement, voire jamais pour certaines, car certaines cartes ne tombent qu'à certains moments et pas d'autres. Ensuite, le 8 de denier, les signes, Allemagne, conte de fées. Le 8 de denier représente un travail de longue haleine et le bourbier qui apparaît en plein milieu du projet qui doit être achevé. La petite princesse du conte doit continuer à tisser les orties en silence si elle veut libérer ses frères qui ont été maudits. 9 de denier, la légende de la pastèque, Vietnam, légende. Le 9 de denier évoque le succès, le travail acharné et la persévérance de Mai Han Diem qui aboutit à une excellente récolte. Et désormais, l'empereur lui-même aime ses pastèques. Le chemin parcouru a été long et ardu, mais l'effort a été payant. Voilà. Pan Hu Chine, légende de Yao. Le 10 de denier symbolise les fruits durement récoltés en termes d'une entreprise difficile. L'histoire de Pan Hu célèbre les lignes familiales qui jouissent du dur labeur accompli. Les épreuves de Pan Hu à endurer par le passé lui permettent d'apprécier la bonne fortune présente et de prendre sa retraite entouré des siens. Voilà. Le papy chien qui fume sa pipe, j'aime trop. Le valet de denier, Päivi Neida, la vierge du soleil, Suède, divinité Sami. Encore une fois, je m'excuse si je dis pas correctement les noms, c'est pas évident à dire. Le valet de denier marque le début du printemps et de l'été, un nouveau départ, la fin de l'obscurité. Päivi Neida représente l'espoir, la construction de fondations solides et le bien-être mental. Elle a les pieds sur terre et un endroit pour un avenir radieux. C'est une carte qui tombe jamais. Je l'ai jamais vu tomber celle-là. Cavalier de denier, Eidzi Eibib. Afrique du Sud, divinité Khoi Khoi. Le cavalier de denier est un guerrier diligent, prêt à s'investir pour rendre le monde meilleur. Eidzi Eibib peut être têtu comme une mule et à ce titre s'attire beaucoup d'ennuis. Il est fort loyal et déterminé dans tout ce qu'il entreprend. Également, c'est une carte que je vois que très rarement tomber. La reine de denier, Waramurungunju, Australie du Nord, divinité Kunwingu. La reine de denier est une mère impatiente d'apporter au monde une nouvelle vie. Waramurungunju a sillonné le monde pour bénir ses nombreux enfants. Elle est toujours en mouvement, aimantée et efficiente. Elle enseigne à ses enfants comment prendre soin d'eux-mêmes. Le roi de denier, Hanuna, la tortue monde, Amérique du Nord, comte Iroquois. Le roi de denier représente la stabilité et la loyauté. La tortue monde est assez forte pour porter le poids de tous les espoirs et les rêves des autres. Elle ne participe peut-être pas activement à leur vie, mais peut toujours compter sur elle. Lentement mais sûrement, elle va jusqu'au bout. Et ouais, la petite tortue, elle fait tic 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 tic. Nous arrivons enfin au épées. Donc on commence avec l'as d'épée. Donc le nœud gordien, Turquie, légende. L'as d'épée correspond à une inspiration soudaine, une solution nouvelle, une nouvelle façon d'envisager les choses et de résoudre un problème surgissant. Trancher le nœud gordien marque le début de la conquête de terres nouvelles. Le 2 d'épée, Sita, épopée hindoue du Ramayana. Le 2 d'épée symbolise le fait d'être coincé entre deux choix difficiles, le choix de Sita entre Scylla et
charide. Et là n'est pas facile et ne peut être pris à la légère. Il nécessite une mûre réflexion. On ne peut rester en équilibre qu'un certain temps avant de devoir entreprendre de faire un mouvement, ce qui est très vrai dans la vie de nos jours, je trouve. Le 3 d'épée. La femme oiseau, Japon, conte de fées. Le 3 d'épée représente la trahison. La femme oiseau demande à son mari de respecter son intimité, mais il décide de l'espionner et découvre qu'elle se fait du mal pour l'aider. L'espionner représente une trahison, mais l'incapacité de la femme oiseau de lui confier son secret l'est tout autant. C'est un conte que je vous avais déjà lu pour celles et ceux qui viennent quotidiennement sur le stream dans mon livre de contes japonais. Le 4 d'épée, Fenrir, Norvège, mythologie nordique. Le 4 d'épée annonce une pause dans la bataille. Le dieu nordique savent que le loup géant Fenrir provoque la fin du monde. C'est pourquoi il décide de le capturer et de l'enchaîner. Bien qu'il représente toujours un danger pour le moment, ils ont un peu de répit. Le 5 d'épée, Osiris, Seth et Isis. Égypte, mythologie. Le 5 d'épée représente un combat remporté par la ruse. Seth renverse son frère Osiris et jubile devant Isis, l'épouse inconsolable de son frère. Si Seth représente l'oppresseur d'un conquérant, Isis est une guerrière déchue qui finira par provoquer la chute de Seth. Le 6 d'épée. Danaé et Persée, Grèce, mythologie. Le 6 d'épée symbolise le passage d'eau tumultueuse à un futur calme et prometteur. Après avoir été emprisonné par son propre père, Danaé et son jeune fils, Persée parviennent à s'échapper. Persée finira par vaincre la Gorgone Médusa. Pour pas parler de Percy Jackson, hein, voilà. Le coyote, nord-ouest du Pacifique, légende Salish. Le 7 d'épée est un farceur et le coyote représente la tromperie sous toutes ses formes, allant de la plus petite facétie au plus grand des scandales. Il est rusé et manipulateur, mais le plus souvent il se fait dépasser par ses propres combines et finit par le payer très cher. Boden, donc conte de fées français qui représente le 8 d'épée. Le 8 d'épée évoque le fait d'être victime de ses propres insécurités. Bodan est obligée de se déguiser pour échapper à une situation inextricable. Elle doit dès lors prendre la décision de poursuivre la vie qu'elle s'est construite ou sortir de la prison qu'elle s'est elle-même créée. Donc si jamais je vous recommande de voir Bodan, qui a été réalisé dans les années 70 avec l'actrice Catherine Deneuve. Et les tenues qu'elle a dans ce film, les robes qu'elle porte sont juste magnifiques. Oedipe, Grèce, mythologie. Le 9 d'épée représente une prise de décision dominée par une certaine anxiété. L'oracle de Delphes avertit le roi que son fils Oedipe le tuera un jour si le roi ne l'avait pas laissé ses peurs contrôler et s'il avait élevé son fils dans l'amour plutôt que dans la haine. Sa mort annoncée aurait pu être évitée. Le 10 d'épée, Sedna, Canada, mythologie inuite. Le 10 d'épée symbolise le coup de poignard dans le dos et la trahison. Le père de Sedna la pousse hors de son kayak et lui coupe les doigts lorsqu'elle tente de s'accrocher à son embarcation pour éviter la noyade. Elle coule au fond de l'océan et depuis se consume de colère, cherchant éternellement à se venger. C'est assez glauque. Il y a des contes. Il faut, j'ai presque envie de dire, s'accrocher à son pantalon. Le valet d'épée. Princesse Parisade. Anatolie, conte populaire arabe. Le valet d'épée représente l'intelligence et la jeunesse. La princesse Parisade utilise sa vivacité d'esprit pour réussir là où les autres ont échoué, gardant son optimisme intact en toutes circonstances. Elle est le signe annonciateur de nouveaux départs et de nouvelles idées elle-même et pour ceux qui l'entourent.
On continue avec le cavalier d'épée Angdua, Mélésy, légende. Le cavalier d'épée est un guerrier fort et sûr de lui. Angdua, un soldat intelligent, ne craint pas de se lancer dans la bataille, de faire appel à des techniques non conventionnelles pour gagner. Il est rebelle, loyal et c'est un champion acharné. Toutes les cartes sont magnifiques, je trouve. Il y a un style, vous me direz ce que vous en pensez. La reine d'épée, Turando, Chine, conte populaire. La reine d'épée est une force farouche et intraitable. Turando ne pardonne pas la trahison aussi. Ses jugements, bien que justes et dictés par ses principes, peuvent-ils sembler cruels et sans pitié. Pourtant, elle est ouverte et brillante et peut se montrer avenante et pleine d'esprit si elle le souhaite. Mais seulement si elle le souhaite, je pense. Ensuite, on a le roi d'épée qui est représenté par le griffon perse, conte populaire. Le roi d'épée représente la sagesse ailée et la puissance. Le griffon est une créature noble et ingénieuse, planant au-dessus de la terre, de la mer. C'est un symbole de patience et de persévérance et de discernement. Ce griffon est magnifique, franchement, les détails des plumes et tout, c'est de toute beauté. On va terminer avec les bâtons. Donc on commence avec l'as de bâton qui est représenté par le pinceau magique Chine, conte populaire. L'as de bâton évoque l'inspiration et une force créatrice soudaine. Le pinceau magique symbolise les deux élans avec ardeur et audace. Il représente cet instant furtif et extraordinaire juste avant que l'encre ne touche le papier. Celui où tous les rêves et toutes les opportunités sont à portée de main. On continue avec Janus, Italie, mythologie romaine. Le 2 de bâton représente les voyages et le commerce. Janus, le dieu des passages et des transitions, a la capacité de sonder aussi bien le passé que l'avenir et ainsi de prendre les décisions les plus avantageuses. Toujours en mouvement, il relie les êtres aux possibilités réelles. On continue avec le 3 de bâton, le cochon enchanté, Roumanie, conte de fées. Le 3 de bâton représente le travail acharné et les voyages. La princesse entreprend un long voyage pour sauver son prince et il sera fait de sacrifices et d'épreuves qu'elle devra traverser pour survivre. Si sa motivation reste intacte jusqu'au bout, ses efforts seront récompensés. On continue avec le 4 de bâton, Mohini et Aravan, Inde, poème épique sanskrit. Le 4 de bâton symbolise les réjouissances et les festivités. C'est un moment de célébration bien mérité et une période propice à la gratitude où l'on profite des êtres chers. Mohini et Aravan s'étreignent profitant du temps qu'ils ont devant eux avant que la prochaine aventure ne commence. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique, vraiment. Ensuite, le 5 de bâton, les Pandavas, un poème épique sanskrit. Le 5 de bâton est représenté ici par les Pandavas, 5 frères qui incarnent l'unité face au conflit. Les 5 frères sont connus pour se chamailler et s'amuser, mais ils s'aiment aussi profondément. La résolution de leur querelle ne peut venir que d'une bonne communication. Ensuite, Yananga pour le 6 de bâton, Burkina Faso, légende de Mossi. Le 6 de bâton représente la victoire et le succès. Yananga, princesse guerrière, la combattante que son père estime le plus. Son savoir-faire est si remarquable qu'il ne veut jamais s'en séparer. Mais elle se rebelle, elle poursuit sa propre voie et cherche la reconnaissance de ses exploits. John Henry, Alabama, conte populaire américain. Le 7 de bâton représente une force indomptable contre vents et marées. John Henry défend ce en quoi elle croit et il est prêt à se battre jusqu'au bout. Son courage et sa détermination sont une source d'inspiration même pour ceux qui ne sont pas de son côté. L'oiseau arc-en-ciel, Amérique du Nord, légende des Lenni Lenape. Le 8 de bâton évoque des mesures rapides et décisives. L'oiseau arc-en-ciel s'élance vers le ciel pour apporter de la
la chaleur à la terre glaciale, mais il se brûle les ailes au passage. Son sacrifice et son voyage éclair sont couronnés de succès. Vasilissa, la très belle. Russie, conte de fées. Le 9 de bâton symbolise la résistance face au combat, envoyé par sa méchante belle-mère à la porte de la sorcière Baba Yaga. Vasilissa, la très belle, reste forte. Elle endure les épreuves insoutenables de Baba Yaga. Elle se méfie et reste prudente, mais elle est aussi pleine d'espoir. Les contes ne sont pas toujours des contes très doux. Le 10 de bâton, la légende du Timbo Colorado. Paraguay, légende des Guarani. Le 10 de bâton évoque une charge trop lourde et le refus d'accepter de l'aide quand la fille de Sagua, grand chef Guarani, disparaît. Il part seul à sa recherche, mais sans succès lorsqu'il meurt d'épuisement. Un Timbo Colorado des régions tropicales et subtropicales de l'Amérique du Sud pousse de son oreille. Il porte les fruits pour lesquels il avait travaillé mais dont il n'a pas pu profiter. Le valet de bâton, Mwindo, République du Congo, mythologie Nyanga. Le valet de bâton symbolise un optimiste enfantin et une rébellion nonchalante d'un seul coup de la tapette à mouche magique. Mwindo est capable de rendre toute situation plus légère. Il se fait beaucoup d'ennemis, mais tout autant d'amis prêts à l'aider au cours de son périple. Le cavalier de bâton, Taterhood, Norvège, conte de fées. Le cavalier de bâton représente une combattante intrépide, prête à se jeter dans la bataille, surtout qu'il s'agit de défendre quelqu'un qu'on aime, audacieuse et téméraire. Taterhood prend ce qu'elle pense lui revenir de droit pour créer l'avenir auquel elle aspire. La reine de bâton, Pélé, Hawaï, divinité hawaïenne. La reine de bâton représente une force ardente. Les colères de la déesse des volcans, Pélé, peuvent être destructrices, mais ses bénédictions sont tout aussi puissantes. Elle est la force créative de la danse, la substance nourricière d'un sol riche et la puissance impétueuse d'une explosion. Et pour finir, et non des moindres, le roi de bâton, le phénix, Asie de l'Est, mythe. Le roi de bâton symbolise la force. La légende du phénix est présente dans de nombreuses cultures, mais dans toute l'oiseau de feu représente la noblesse, la renaissance, la force et la loyauté. Magnifique oiseau de feu, le fameux phénix. Oui bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras pris beaucoup de plaisir à m'écouter, lire et décrire chacune de ces cartes et que peut-être ça t'aura donné envie de découvrir certains contes. Quant à moi, je vais te souhaiter une douce nuit. J'espère que j'aurai pu t'apaiser ou bien t'endormir durant cette séance et j'espère que tu auras découvert un merveilleux tarot en plus d'avoir découvert de nombreux contes que peut-être tu ne connaissais pas. Donc voilà, je vais te souhaiter une bonne nuit, une très belle journée et prends bien soin de toi en tout cas. À très vite.